Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes Sherazade. et Ibtial, membres du pôle média de l'association Génugène. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une invitée aspirante qui est Enger Sarr. Enger a construit un parcours singulier, à la croisée du leadership, de la diversité et des médias. Son évolution mêle à la fois le monde corporate, une profonde introspection et un entrepreneuriat d'impact qui donne du sens à chaque étape. On est ravis de vous embarquer avec nous dans notre Gay Talk. C'est parti. Ça. Bonjour Enger. Salut Sherazade, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, C'est un super. plaisir de te recevoir aujourd'hui. Carrément. Donc on va te poser plusieurs questions comme tu le sais et on va commencer sur tes débuts. Donc la première question c'est au début de ta carrière, on sait que tu as commencé dans de grandes entreprises et quel a été du coup ton parcours académique et en quoi ton parcours t'a influencé sur ta vision du travail et de la réussite par la suite. Alors, merci pour ta question déjà. Moi, j'ai fait une école de commerce. Ok. Avant ça, j'ai fait une prépa, donc une prépa économique. Donc, j'ai fait une école de commerce, pas par, je sais pas pourquoi, un peu par, pas facilité, mais j'étais bonne à l'école, j'avoue, j'étais bonne au lycée, etc. Donc, je savais pas exactement quoi faire. Et donc, naturellement, on m'a dit, bah, fais une prépa. Et naturellement, fais une école. Et l'école, c'est vrai que ça ouvre un large choix de métiers. Et on repousse toujours le choix, en tout cas, de métiers. Et souvent, ce qu'on dit en école, c'est qu'il y a le triptyque marketing, conseil, finance. Ouais. Et moi, je voulais pas faire ça, je voulais juste voyager. Ok. Et donc, en fait, l'école m'a permis quand même, dans les assos notamment, donc ce que vous faites, c'est super cool, dans les assos, d'avoir une vision du monde assez large. Moi, j'avais fait plein d'assos. Le sport bien sûr, j'ai fait un voyage humanitaire au Pérou, Ok. j'étais à la JE, enfin j'ai fait plein d'assauts Ok. dans l'école et en fait ça m'a vraiment ouvert l'esprit pour me dire en fait je vais faire autre chose que Ok. le triptyque qu'on nous impose entre Ouais. guillemets à l'école. Donc, tu as commencé ta carrière dans des grands groupes comme Canal+. Et je voulais savoir à quoi ressemblait ta vie pendant cette période-là. Je sais que tu es partie en Afrique, en plus Ouais. un pays. Après les études, je voulais absolument partir à l'étranger et il s'avère que je suis tombée sur Canal+ un peu par hasard. L'Afrique, c'était pas trop dans mes plans, mais j'y suis allée quand même. Et chez Canal, en fait, l'idée, c'était de développer le business dans plusieurs pays. D'abord, j'ai commencé par le Rwanda, qui est un pays d'Afrique de l'Est, pardon, tout petit, pays d'Afrique de l'Est. Et j'ai fait un peu moins de 2 ans là-bas. Ok. Et ensuite, j'ai bourlingué dans différents pays. En tout, j'ai fait 7 ans chez Canal, sur 10 pays. Et donc, en fait, le but, c'était de développer le business sur place, sachant que c'est plusieurs pays différents. On parle souvent d'Afrique comme un grand bloc, alors que c'est 54 pays, 54 cultures différentes. Bien sûr, ouais. Et en fait, ma vie, à quoi elle ressemblait, il y avait beaucoup de voyages, beaucoup d'avions, beaucoup d'hôtels, beaucoup de business aussi à développer et beaucoup d'interactions humaines Ok. et d'apprentissage culturel. Et tu as dû sûrement t'adapter en façon. Exactement. Ouais. Oui, parce que du coup, moi, il faut savoir que mes parents sont d'origine sénégalaise, je suis d'origine sénégalaise, et j'ai pas du tout travaillé au Sénégal pour le coup, j'ai beaucoup travaillé en Afrique de l'Est et Afrique centrale et Afrique australe, Ok. notamment en Angola et en Afrique du Sud. Ok. Donc déjà, la langue n'est pas la même, Ouais. la culture n'est pas la même, et en fait, effectivement, il faut absolument s'adapter pour pouvoir, comment dire, être accepté déjà par les locaux et pouvoir faire avancer le business de manière efficace et non pas de manière hautaine comme un Bien colon qui vient Ouais. conquérir ses terres, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as appris du coup de ces expériences sur le plan humain et aussi Et professionnel? bah, sur le plan humain, clairement, ce dont tu parles, tu vois, l'adaptation culturelle, le fait de se dire en fait qu'on est très différent d'un pays à un autre, de comment s'adapter soi-même, comment avoir beaucoup d'humilité aussi par rapport aux autres, donc apprendre beaucoup sur soi au contact des autres, ça c'est vraiment ce que j'ai appris humainement. Et professionnellement parlant, souvent on dit que quand tu es en Afrique, tu fais 2 ans en Afrique, ça correspond à 5 ans en Europe, quoi. Ok. Tu apprends dans le tas, dans le dur, tu as des responsabilités hyper grandes. Moi, tu vois, quand je suis partie, j'avais 23 ans Ouais. et je manageais une équipe de 8 personnes qui étaient tous plus âgés que moi. Jamais j'aurais eu cette opportunité en France, tu vois. Et à la fin, tu vois, quand j'ai quitté l'Afrique, j'étais en Éthiopie, je gérais un projet à 100 millions de dollars. J'avais 29 ans. Ah ouais, c'est beaucoup. J'aurais jamais eu ça en France. Ouais. Donc, professionnellement parlant, tu apprends hyper vite, c'est un fast track en fait. Ok. Professionnellement parlant. Ok. Donc, ça, c'est chouette.
Et du coup, on arrive à cette question du burn-out. Parce que je sais qu'à la suite de ces années d'expérience, il y a eu un point de bascule. Et du coup, tu as décidé de tourner la page et d'aller vers un autre chapitre C'est ça. de ton parcours. Est-ce que tu veux bien en parler? Bien sûr. En fait, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est des sujets qui sont souvent très tabous, dont on ne parle pas assez. Et moi, j'avoue que j'en avais parlé à l'époque. En tout cas, effectivement, j'ai connu un burn-out juste avant le Covid, ce qui m'a fait rentrer à Paris de manière assez précipitée. Et en fait, quand je suis rentrée, je me posais énormément la question de que veut dire réussir sa vie, en vérité, parce que on court tous, enfin, vous savez, hein, on fait de bonnes études, on fait les bonnes entreprises, etc. Mais on se pose rarement la question de, en fait, tout ça, on le fait pourquoi. Et moi, j'en étais là, en fait, à me poser cette question-là. Et c'était assez compliqué parce que c'était une période où le Covid, déjà chacun cherchait, chacun était un peu isolé, etc. Et j'ai décidé, en fait, de trouver les réponses auprès de personnes, moi, qui m'inspirent énormément. Des personnes, en tout cas, qui me semblaient avoir réussi, parce que je mets entre guillemets, parce que moi, à l'époque, les gens pensaient que j'avais réussi. J'avais 29 ans, je voyageais en business class, hôtel 5 étoiles, etc. Je me disais, mais c'est bon, you made it, tu vois. Sauf que moi, pas du tout. J'étais pas bien du tout. C'était traversée du désert, quoi, intérieurement parlant. Et en fait, le fait de contacter ces personnes-là pour qu'elles me racontent en fait comment elles ont défini leur propre réussite, c'est ça après qui m'a donné l'idée du podcast de Gatéméry, que j'ai toujours d'ailleurs, ça fait maintenant 5 ans. J'ai fait une pause d'1 an. Ça fait 5 ans où j'explore justement cette notion de réussite à travers des parcours divers. Donc c'est très bien que tu parles de ce podcast, parce qu'on va bien sûr en discuter. On passe à la deuxième partie. Donc on l'a nommé la transition un peu dans ta vie. Donc il y a une période de questionnement et de reconstruction. Et du coup, on voulait savoir, après cette rupture avec le monde professionnel du salariat et le fait que tu sois tournée vers l'entrepreneuriat, comment tu as pu redonner du sens à ta vie professionnelle? Parce que tu as parlé de traverser du désert, donc tu as eu forcément beaucoup d'obstacles et tu t'es dit que tu allais te diriger vers l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais bien que tu te parles de ça. Ouais, en fait, ce qui est assez marrant en réalité, et de l'extérieur, c'est pas forcément vu comme ça, c'est que moi, quand j'étais chez Canal, en fait, je lançais des business. Donc, en fait, je venais dans un pays, il n'y avait rien, et moi, je faisais de l'intrapreneuriat, en fait, déjà chez Canal+. Du coup, j'ai toujours su que j'avais cette âme entrepreneur, que j'aime bien créer from scratch, j'aime bien aller d'un point A à un point B, j'aime voir le résultat de mon action. Tout ça, je savais que j'allais le faire. Et en fait, quand je savais que c'était plus Canal, naturellement, je ne me suis pas dit que j'allais chercher du taf ailleurs. Moi, je savais que j'allais monter ma boîte. Quoi, je ne savais pas, c'était ça le sujet. Mais je savais que j'allais monter ma boîte. Et en fait, c'est là où je pense que le pouvoir des rencontres vient. Et ça, moi, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. C'est hyper important vraiment de cultiver son réseau, mais le réseau très intentionnel et pas celui des événements, etc., le réseau superficiel. Bien sûr, Parce que moi, c'est grâce aux rencontres que j'ai faites, notamment dans le podcast, mais ailleurs, qui m'ont permis en fait de cranter et de me dire, ok, en fait, il y a plein de choses que j'aime. Comment je peux en faire quelque chose, comment je peux en faire un business. Et c'est pas forcément évident parce que souvent on nous dit tu lances une boîte, il faut que ce soit dans tel secteur. Il n'y a pas un truc où c'est un mélange de tout. Et moi, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses que j'aime. Et j'aimerais bien, en fait, créer de la valeur, créer de l'argent avec toutes les choses-là que j'aime. Ce qui fait qu'au fait, au début, tu as un melting pot qui est un peu chelou parce que j'aime le business, j'aime la strat, j'aime les gens. Tu vois, j'aime les confs, il y a plein de trucs que j'aime et je me suis dit en fait tout ça, comment j'arrive à les articuler pour pouvoir en faire un business model rentable. Et aujourd'hui, ce qui fait que j'ai certes plusieurs métiers, mais plusieurs métiers qui me rapportent de l'argent et qui me permettent d'être bien, quoi. Tu vois, d'être aligné en tout cas avec ce que j'aime et ce que je sais faire et ce que je veux faire. Voilà. C'est super inspirant ce que tu dis. Et j'aimerais bien qu'on continue sur cette lancée et qu'on parle aussi des peurs que tu as pu avoir. J'ai eu toujours des peurs. Et que tu as dû affronter forcément, justement avant d'oser te lancer. Parce que forcément, on est des êtres humains, donc on se questionne forcément, surtout quand on change complètement de trajectoire. Ouais, enfin moi des peurs, ce que je dis à chaque fois, moi j'ai toujours peur. Même actuellement, genre demain je dois lancer un truc, j'ai toujours peur. C'est un truc dont je ne me cache pas. En revanche, je pense que j'ai du courage. Tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment une différence aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. On parle beaucoup d'audace, il faut oser, etc. Moi, je fais une grande différence entre l'audace et le courage. Parce que l'audace, c'est comme si tu avais un peu de témérité. Tu vois, il n'y a pas de conséquences, on s'en fout, on y va. Sauf qu'en fait,
moi, je viens d'une famille aussi modeste, hein, ma foi. Du coup, je n'avais pas 1000 économies, j'avais pas papa et maman qui allaient me sauver si j'allais planter ma boîte, quoi, Ouais. tu vois. Du coup, il y avait aussi ce sujet de, ok, j'ai peur, mais par les conseils que j'ai, par le peu de courage que j'ai aussi, par me faire aussi confiance dans mon... C'est pas pompeux de dire ça, mais se faire confiance dans son intelligence, se dire en fait, au lieu des êtres avec des têtes bien faites, du coup, il n'y a pas à avoir peur de se dire ça va se planter. Au pire des cas, ça se plante, on a un diplôme, on va retravailler, tu vois. J'ai pas eu à faire ça et j'en remercie Dieu, ma foi, mais il y avait ce sujet quand même de me dire j'ai pas la science infuse, en revanche, j'ai une idée qui tient la route. Je me fais challenger par des experts, des mentors, etc., qui me disent ok, là, va pas là, plutôt ça, etc. Et j'avais l'envie, tu vois. Et vraiment, le fait d'avoir envie, ça te permet un peu, je veux pas faire un truc trop cliché en mode ça te permet de faire voler en éclats les obstacles, c'est pas ça. Mais en vérité, si tu as l'envie, l'idée, qui soit pas trop tirée par les cheveux, et surtout un réseau qui te supporte, qui te supporte, support en anglais, mais qui te soutient plutôt, bah en fait, en réalité, t'as pas trop à avoir peur, tu vois. Même si la peur est là, il faut avoir des mentors qui te disent en fait. temporise, tu vois, ça va aller, tu vois. Et moi, j'ai toujours peur, je dis toujours, mais ma peur, en fait, elle est calmée par l'action que je fais, parce que j'y vais, et par les personnes qui m'entourent, qui me soutiennent, quoi. Donc pour la suite de cette interview, on va se cibler sur Gatemery. Ok. Donc on a dit que tu avais un peu retrouvé ta voix grâce à c'est un podcast, et c'est pas que ça. C'est ça. Du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer Gatemery. Et qu'est-ce que ça veut dire Gatemery sur Ouais, j'aurais dû ramener un petit panier. Ah. En fait, moi, tu sais, j'ai vécu, enfin, mon premier pays où j'ai vécu en Afrique, en tout cas pour le boulot, c'était au Rwanda. Ok. Et au Rwanda, en fait, les femmes, elles tissent elles tissent un panier qui est présent dans toutes les familles. En fait. Ok. Dans toutes les familles rwandaises, il y a ce petit panier, soit en petit format, soit en grand, soit Ok. en truc. Et pendant les mariages, c'est là où on met les cadeaux de la mariée. Ok. Et dedans, on met des petits trésors, des cadeaux sympas, etc. Et le couvercle de ce panier qui s'appelle l'agaseke, le panier s'appelle l'agaseke, le couvercle s'appelle le gatemery. D'accord. Et en fait, symboliquement, pour moi, c'est ce qui couvre et protège les trésors de toute une vie. Ok. Tu vois, le patrimoine personnel, tes valeurs personnelles, ce qui te drive, quoi, tu vois, qui permet d'être couvert par ce petit gatemery c'est ton joyau personnel, quoi. Ok. Donc moi, c'est cette idée-là que j'avais, en tout cas avec Gatemery. Comme j'explore la notion de réussite, la réussite n'est pas la même pour tous. Ok. Et chacun, du coup, a sa définition avec ses composantes différentes. Et ces composantes-là, tu les caches, du coup, dans ton petit agaseke couvert par le Gatemery. Et pourquoi j'ai lancé... Enfin, c'est marrant parce que Gatemery, aujourd'hui, c'est une entreprise. Mais avant, c'était qu'une intuition. Tu vois, moi, je me suis dit... Je me pose la question de la réussite, je ne sais pas où j'ai trouvé la réponse, je vais lancer ce podcast et on verra, quoi. Vraiment, c'était que ça. Et en fait, c'est marrant parce que moi, la stratégie, je l'ai faite après. Souvent, les gens, ils font une stratégie, après, ils se lancent. Moi, c'est le contraire. Et en fait, j'ai fait le podcast qui a bien marché. Après le podcast, je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire des formations là-dessus. Ensuite, je me suis dit, j'aimerais bien toucher les entreprises, donc je vais faire des conférences sur la réussite, le leadership, etc. Et ensuite, j'ai écrit un livre. Ensuite, j'ai refait des formations sur le réseau. Enfin, en fait, c'est un petit truc qui se crante. En fait, du coup, il y a le podcast, il y a le livre, je fais des conférences et je fais des formations. Donc, voilà. Et tout ça, du coup, à côté de The Dots, qui est une agence de culture d'entreprise que j'ai cofondée avec une amie. Ok. Et tu vas devancer sur les prochaines questions, puisque justement, on avait vu que Gatemery, c'était beaucoup plus qu'un podcast. C'est ça. C'est un écosystème qui accompagne les personnes en quête de sens. Et on avait noté qu'il y avait plusieurs services que tu proposais. Ouais. Et du coup, bah, en vrai, tu as déjà décrit l'émission globale de Gatemery. Ouais. Mais est-ce que tu peux juste... tu as dit qu'il y avait le podcast, et tu fais des conférences C'est ça. de Gatemery. Et il y a un accompagnement aussi, du coup. Exactement. Il y a un accompagnement sur, en fait, ce dont je me suis rendu compte tout au long de... En fait, il y a le sujet aujourd'hui, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec cette dichotomie des salariés. Parce que moi, par exemple, je suis entrepreneur, mais je travaille avec des boîtes, du coup, je suis grave en contact avec les salariés. Du coup, et puis, personnellement, j'ai kiffé ma partie salariale. Tu vois, parce qu'encore une fois, je te disais, moi, je faisais de l'intrapreneuriat. En tout cas, je ressentais pas les contraintes que certains salariés peuvent avoir aujourd'hui, du style, là, j'ai un boss qui est relou,
posé mes j'ai pas de congés. liberté, voilà. Enfin, moi, j'étais totalement libre quand Ouais. j'étais salariée. J'avais juste une charge de travail énorme, pour le coup, mais j'étais quand même libre. Donc on a bien compris que Catémérie, c'était beaucoup plus qu'un podcast. C'est ça. Et donc j'aimerais bien que tu développes plus. Ouais, bah du coup, c'est un podcast, c'est des conférences en entreprise et sur le pouvoir des rencontres notamment. Et moi, ce que c'est marrant parce que il y a toujours cette dichotomie qu'on fait entre les salariés et les entrepreneurs. Et moi, je suis un peu mal à l'aise avec cette dichotomie parce que moi, je me reconnais pas. Tu vois, quand j'étais salarié, j'avais l'impression d'être entrepreneur. Et quand je suis entrepreneur, je côtoie tous les jours les salariés parce que, avec The Dots, en tout cas, on bosse avec des entreprises et donc voilà. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce soit pour les entrepreneurs comme pour les salariés, ils ont un même problème, pas que le seul, hein, il n'y a pas que ce problème-là, il y en a d'autres, mais ils ont un problème en commun qui est celui de ne pas avoir un réseau qui leur permet de réussir leur projet. Tu vois. Et souvent, quand on parle de réseau, on pense souvent à des choses trop superficielles. Faut être hyper lèche-cul en entreprise, ou bien entrepreneur, faut aller dans tous les événements, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est comment faire en sorte d'avoir un écosystème hyper authentique, tu vois, qui te ressemble vraiment, mais qui te permet à la fois d'être toi-même, mais aussi d'atteindre tes objectifs. Parce que le but, c'est pas juste d'être poteau-poteau avec les gens, c'est de pouvoir en tirer quelque chose de concret, tu vois. Et en fait, c'est ce programme-là que j'ai avec les entrepreneurs et les salariés. Du coup, c'est un bootcamp de 4 mois où en fait, ils sont mélangés, entrepreneurs et salariés, et chacun apprend de chacun. Et il n'y a pas cette dichotomie en mode non, mais nous, les entrepreneurs, les salariés ne comprennent pas. Moi, ça, j'y crois pas. Enfin, faut arrêter. Voilà. Faut juste être des like-minded people, comme j'aime les appeler, des personnes ouvertes d'esprit, des personnes qui ont envie d'apprendre des autres, qui sont très, très orientées action. Parce que le but, c'est ça aussi. Pas d'être dans la théorie, parce que c'est bien cool qu'on nous dise allez checker allez écrire sur LinkedIn, c'est pas ça le sujet, mais vraiment action. Et en fait, qu'on soit entrepreneur ou salarié, on peut l'être. Voilà, donc c'est ça que je fais avec Catémérie. Et je m'amuse bien. Ça se voit, en tout cas, ça se ressent. J'aimerais bien savoir comment tu arrives à articuler justement toutes ces dimensions-là. Le fait que tu es donc un média, que tu accompagnes les entreprises, mais aussi que tu as une communauté aussi à entretenir sur les réseaux sociaux. Et surtout, comment tu arrives à ce que ça continue de te nourrir aussi, puisque l'objectif, c'est aussi d'être heureux dans ce qu'on fait. Ouais, c'est une question qui est assez intéressante et importante. C'est une question que je me suis posée pendant un moment parce que justement, moi, pour avoir fait l'expérience du burn-out, clairement, j'ai des garde-fous. Je ne veux pas y replonger, quoi. Et il y a une chose qui m'a énormément aidée et qui, je pense, que tout le monde devrait faire en vrai, c'est de définir quelles sont ses valeurs cardinales. Quand je parle de valeurs cardinales, souvent quand on parle de valeurs, on va me dire « Ah, mais moi, je suis intègre, l'honnêteté, etc. » Ça, c'est des valeurs morales. Tu peux avoir aussi des valeurs de comment tu fais les choses. Tu vois, moi, j'aime l'excellence, j'aime le travail bien fait, etc. Ça, c'est la manière dont tu fais les choses. Mais les valeurs cardinales, pour moi, c'est les valeurs qui te donnent de l'énergie. Et ça, c'est pas des choses qu'on check vraiment, tu vois. Quelles sont les choses qui te donnent de l'énergie? Tu te dis, quand tu fais tes actions-là, en fait, après, tu es contente, quoi. Tu vois, tu te sens bien. Et moi, j'ai défini ça. J'en ai 4, en réalité. C'est la créativité. J'aime créer. Voilà, j'aime faire des choses, créer, découvrir. Tout ce qui est dans le domaine, en tout cas, de la création, de la découverte. J'aime partager. Tu vois, c'est pour ça que je fais le podcast aussi. C'est que les one-to-one que j'ai avec les gens, je pourrais avoir des cafés avec ces personnes-là, je les connais. Mais je préfère enregistrer, partager pour que les gens en bénéficient. J'aime avoir de l'impact. J'aime en tout cas voir le résultat de mon action. Genre vraiment de manière très concrète. Et j'aime le plaisir. J'aime kiffer. Moi, je suis pas là pour souffrir. Je suis épicurienne. Je suis une taureau. Voilà. En vrai, ces 4 choses-là, si je me dis à chaque fois que je veux faire un projet, ça doit cocher ces 4 cases-là. Et aujourd'hui, effectivement, je fais pas mal de choses, mais il faut savoir aussi que dans ces choses-là, je fais pas tout. Ça, il faut être hyper humble. Moi, je fais pas la Wonder Woman en mode non, mais je fais tout, non, je gère 4 boîtes. C'est qu'en fait, je sais ce que je ne sais pas faire et je le délègue. Ça, de manière très humble, vraiment. Il y a des choses sur lesquelles je sais que je suis bonne, et vraiment, il y a des choses sur lesquelles je suis moins bonne, sincèrement. Dans l'opérationnel, je suis moins bonne. Dans les trucs de détail, je suis moins bonne. Moi, j'aime pas trop le détail. Mais en fait, je l'assume. Et je m'entoure de personnes qui savent bien faire ça et avec qui je m'entends bien pour pouvoir faire avancer le business. Et j'aimerais cibler le podcast Catémérie, juste une question. J'aimerais bien que tu nous parles d'un échange ou d'un épisode qui t'a marqué. C'est méga dur, mais en vrai,
Non, c'est méga dur. C'est trop. En fait, il faut savoir que le trait commun qu'il y a entre tous mes invités, ce sont des personnes déjà qui sont curieuses d'elles-mêmes, tu vois, qui ont vraiment se questionnent, tu vois, qui sont curieuses des autres, donc qui vont même dans la conversation, il y aura un vrai échange. C'est pas, on va vraiment discuter quoi. Et des personnes qui arrivent à redonner à la communauté, tu vois. C'est vraiment le fil rouge que j'ai entre tous mes invités. Et si j'en prends là spontanément, surtout à mes débuts, je dirais Gaëlle Faye. Quand même, c'était au tout début. Je me rappelle. Voilà. Vraiment, je sais pas, il y avait une phrase qui disait que on doit avoir le courage de se regarder dans le miroir, donc de regarder la réalité brute de nos vies, tu vois. Ça m'avait quand même pas mal marqué. Il y a une écrivaine sénégalaise qui s'appelle Ken Bougoul, qui est une dame de 75 ans que j'adore d'amour. Enfin, j'ai lu tous ses livres, et quand j'ai lu son livre pour la première fois, je me suis dit, cette dame, je veux la rencontrer, c'était il y a 10 ans auparavant. Et quand je l'ai interviewée, j'avoue, j'étais en mode, waouh, c'est bon, quoi, j'y suis. Alors qu'à l'époque, je pensais pas du tout faire un podcast. Bien sûr, Je voulais juste la rencontrer, quoi. Donc, elle, et je dirais aussi l'amiral Olivier Lajousse, qui est DRH de la Marine nationale. Qui, en fait, moi, il m'avait dit un truc qui m'avait marqué, c'est que la liberté se trouve dans la discipline. Et tu vois, souvent quand on parle de discipline, on croit que c'est la mort, quoi, la discipline. Alors qu'en fait, lui dit justement, c'est quand on est discipliné qu'on a de la liberté. Et moi, ça m'a vachement aidé, moi, dans mon parcours entrepreneurial, à me dire, en fait, sois discipliné, c'est comme ça que tu auras la liberté. Et en fait, c'est trop vrai ce qu'il dit. Et cet épisode, je l'ai vraiment adoré, parce que c'est un monsieur extra, quoi, que j'aime beaucoup. Ok, trop bien. Donc, j'aimerais bien qu'on parle du moment où tu es devenu auteur. Et donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et comment l'écriture, en fait, ça a été une continuité sur ton travail de quête de sens aussi et de leadership aussi. En fait, c'est marrant parce que quand je disais tout à l'heure, j'ai lancé le podcast de manière assez spontanée, sans réflexion. Et en fait, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que chaque interview de podcast a reconstruit une part de moi. C'était un peu ça, tu vois. Et en fait, en continuant le podcast, j'étais en mode ok, mais il n'y a aucun moment j'avais le temps de juste faire pause, d'analyser tout ce que j'avais appris en fait durant ces 4 années. Et j'avais besoin de ça. En fait, je me suis dit, j'ai décéléré le podcast. J'ai dit, en fait, j'aimerais bien juste condenser ce que j'ai appris dans un... Condenser quoi, genre me dire, faire un petit stop, me dire qu'est-ce que j'ai appris, quelle est ma vision maintenant de la réussite. Parce que quand j'ai lancé le podcast, j'ai dit aux gens, venez, on explore ensemble la notion de réussite. Donc, il y a un moment donné, il faut que je leur donne aussi le gage, quoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette quête. Et c'est pour ça que j'ai commencé l'écriture. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a été facile de trouver une maison d'édition. Du coup, je suis éditée chez Erol. Ça, c'était vraiment chouette. C'était smooth, quoi. Il n'y avait pas trop de difficultés. Et en fait, une fois que j'ai lancé le livre, bizarrement, j'ai eu besoin d'arrêter le podcast. Tu vois, et moi, j'ai arrêté le podcast à un moment donné. C'était pas genre je faisais une pause, j'ai arrêté. C'est 1 an après, je suis revenue en mode hey, en fait, ça me manque. Je reprends. Voilà, le comeback. Mais j'avais vraiment arrêté parce que j'avais besoin de respirer, quoi. Tu vois, parce que pendant 4 ans, je faisais un épisode par semaine, c'était quand même dense. Et l'écriture, vraiment, ça m'a permis aussi de tourner la page du burn-out et de me dire, en fait, c'était sympa. Enfin, c'était sympa. C'est une expérience que j'ai vécue, mais ça ne me définit pas. Et ça, je trouve que souvent, aussi dans les expériences difficiles qu'on a, les gens veulent nous coller une étiquette hyper au fer rouge, quoi. Mais en fait, c'est une expérience que j'ai vécue, qui ne me définit pas. Maintenant, on passe à autre chose. Et le livre, c'est un peu le marqueur de ça. Et d'ouvrir une nouvelle page, quoi. Et parallèlement à l'écriture de ton livre, tu as commencé à développer une autre entreprise qui est The Dots. Donc, tu es cofondatrice. C'est ça. Et donc, j'aimerais bien savoir comment est né ce projet The Dots. Et pourquoi The Dots aussi? Ouais. En fait, c'est marrant parce que du coup, moi, quand j'ai lancé le podcast, j'ai vite su qu'il y avait des sujets qui me plaisaient dans ce que je disais tout à l'heure, l'humain, la strat, le business, etc. Et j'ai commencé à être consultante, moi, de mon côté, pendant 2 ans sur ces sujets-là, pour les entreprises. Donc, sur les sujets de culture d'entreprise. Comment faire en sorte d'engager les collaborateurs dans une bonne culture d'entreprise qui sert le business. Et au bout de 2 ans, c'était chouette ce que je faisais, hein, j'arrivais à en vivre et tout. Mais je
je sais pas, je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin, j'avais aussi besoin d'être challengée, etc. Et donc, c'est là où je me suis associée avec une amie de prépa, Jennifer. Du coup, c'est la même base, mais on a créé une boîte qui s'appelle The Dots. Ok. Donc, The Dots comme un point en anglais, dont le but c'est de connect the dots. Et le but, c'est justement de connecter au sein de l'entreprise la strat, les people et le business. Ok. Donc, c'est un peu ça, pourquoi The Dots. Et ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on a ça, qu'on a The Dots. Ça, c'est assez cool, franchement on s'amuse bien, on a des boîtes à la fois en Europe et à l'international, notamment sur le continent africain. Et voilà, donc franchement c'est assez cool parce qu'on a des boîtes hyper différentes, dans des enjeux, dans des contextes hyper différents, donc on apprend tous les jours. Et on arrive du coup aussi à mêler nos différentes casquettes. Jennifer, elle vient, elle, du marketing, moi du business, on aime les gens, du coup voilà, on arrive à faire, en tout cas à mettre dans The Dots toutes les choses qu'on aime faire, qu'on sait faire aussi. Et voilà, donc c'est un peu, à chaque fois pour rigoler, je dis c'est la continuité de Gatemery sur les entreprises. Tu vois. Comment tu arrives aujourd'hui en tout cas à relier ces 3 univers, parce que moi je les ai compris un peu comme ça, entre le fait d'être auteur d'un livre, et je pense pas ce sera pas le dernier, j'espère en tout cas, de Gatemery et de Dots. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu as quand même plusieurs casquettes. Et je sais que tu promeux le fait d'avoir plusieurs casquettes, que c'est une richesse aussi. Ouais. Non, mais c'est une question intéressante parce que tu vois, ce sujet, moi, c'est une question qui m'a vachement taraudée pendant un moment parce que on est dans une société où on prône vachement la spécialisation. Donc, il faut faire une seule chose et bien le faire. Et moi, je suis une multipassionnée et je prône ça parce que je pense que on a plusieurs vies, plusieurs casquettes, on a envie de faire plusieurs choses, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de le faire quand on n'a pas un fil rouge. Tu vois. Et moi, ce fil rouge-là, je le définis sous un sweet spot, comme j'aime le dire. Moi, mon sweet spot, c'est de connecter des mondes et des personnes diverses pour créer de la valeur. Que ce soit dans le podcast, je connecte des personnes et à la fin, il y a de la valeur. Enfin, les gens s'y trouvent leur compte. Dans The Dots, ce qu'on fait, c'est ça aussi. C'est de permettre à des personnes, donc dans l'entreprise, qui viennent d'horizons hyper divers, qui ont des agendas différents, etc., mais de faire corps avec eux pour qu'ils puissent apporter de la performance dans l'entreprise. Et ouais, du coup, je sers toujours le même fil rouge, qui est celui de mon sweet spot, quoi, de connecter des gens. Quand je fais le bootcamp, j'aide les gens à se connecter à d'autres personnes pour réussir leur projet. Donc en fait, je sers toujours la même mission, en fait, sauf que je le fais de différentes manières. On passe à la dernière étape de notre interview. Yes. Donc j'aimerais bien savoir quelle a été ta plus grande leçon que tu as pu tirer de tes échecs, s'il y en a eu, bien sûr. Bien sûr. Of course. Je pense que pour réussir, il en faut peut-être. Ouais. Non, mais clairement, enfin, tu vois, en gros, toujours les gens mettent vachement en avant leur réussite et un peu moins les coups durs, quoi. Et moi, tu vois, par exemple, typiquement, quand je me suis lancée, quand j'ai quitté Canal pour me lancer en entrepreneur, j'avais créé un parcours de formation pour les boîtes, etc., avec plein d'experts que j'ai jamais vendu. Tu vois, vraiment que j'ai juste jamais vendu. En revanche, moi, là où je pense que ce que j'arrive à faire, c'est que j'ai pas l'obstination de la cible. Je me dis pas genre, coûte que coûte mon idée, faut qu'elle marche, etc. Je suis juste en mode, ok, ça marche pas, pivotons, tu vois. Et le fait vraiment d'être hyper proche de sa cible, ça permet en fait de savoir qu'est-ce qui lui manque, quel est le besoin, et de pas tomber amoureuse de ma solution. Moi, je suis pas amoureuse de ma solution, je suis juste en mode, je pense que c'est bien, et si ça marche pas, on pivote, quoi. Tu vois, j'ai pas d'obstination incroyable là-dessus. Ok. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu du coup à une personne qui pourrait traverser plusieurs crises dans le sens professionnel, et même une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'a pas forcément les outils, qui n'a pas forcément le courage de le faire? Franchement, moi, il y a un conseil si je devais en donner un. Mais tu peux donner plus si tu veux. Mais en tout cas, le premier que je donnerais, c'est celui de bien s'entourer. Mais vraiment. En fait, ça a l'air un peu anecdotique comme ça, il faut bien s'entourer, etc. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que, en fait, on ne réussit jamais seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être conscient. On ne réussit jamais seul. Et en fait, la seule manière de garantir, entre guillemets, sa réussite, c'est effectivement de travailler. C'est la condition sine qua non. Mais derrière, c'est vraiment d'être accompagné. Mais quand je dis accompagné, c'est de développer son réseau, d'aller trouver des mentors, des personnes qui vraiment ont
limite envie de réussir plus que nous. Et moi, ça, j'en ai autour de moi. J'ai des mentors qui croient plus en mon potentiel que moi-même. Tu vois, où je me dis, wow, tu crois que je peux faire ça? Bien sûr, tu peux. Je dis, ok, je tente, tu vois. Et en fait, ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui te permet, en fait, d'aller là où tu n'imaginerais même pas tirer. Tu vois, moi, aujourd'hui, avec The Dot, ce qu'on fait, les clients qu'on signe, je dis pas que j'y croyais pas parce que j'ai de l'ambition et je me disais bien sûr qu'on va les avoir ces clients. Mais il y a quand même ce truc de, à des moments de creux, bah, j'y croyais plus, quoi. Tu vois, et tu as des mentors qui disent, mais non, les filles, vous pouvez y arriver, regardez, faites ci, faites ça, ça, plutôt dites-le comme ça, etc. C'est ça qui nous a aidés, tu vois. Et vraiment, moi, le mérite, il n'est pas qu'à moi, quoi. Enfin, c'est vraiment toutes les personnes qui m'entourent et que j'appelle ma tribu, que ce soit mes potes, mes mentors, etc. C'est eux qui me permettent d'avancer, quoi. Ok. Voilà. Trop bien.